Rudy Sall a la parole pour le groupe UDI. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de cette invitation que vous avez adressée aux auteurs ici présents du rapport qui vient de nous être présenté. Rapport tout à fait remarquable et particulièrement utile, vous avez eu raison de le souligner, Monsieur le Président, qui m'inspire les quelques réflexions suivantes. Il est remarquable parce qu'il confirme le rôle de levier de croissance de la culture. Il le confirme et surtout il le précise, notamment en nuançant certaines estimations relatives aux retombées économiques, parfois excessivement optimistes. C'est une très bonne chose puisque la grenouille est en réalité plus grosse que le bœuf. On a en tête le rapport entre le PIB culturel et celui de l'industrie automobile, par exemple. Il n'est donc pas besoin de forcer le trait. Mais ne nous privons pas pour autant de relayer ce travail. Non pas parce que nous sommes là dans un cénacle où l'on a a priori un goût particulier pour la chose culturelle, mais simplement parce que la culture, ce n'est pas le tonneau des Danaïdes, même si pour bien des organisateurs d'événements culturels, c'est souvent la roche de Sisyphe. Dans des périodes de restrictions budgétaires telles que nous les traversons, nous avons là l'occasion de nous interroger sur les conditions d'un usage optimal du potentiel de croissance des industries culturelles et créatives. Or, les pouvoirs publics ont naturellement tendance à mettre à contribution les segments économiques dont le rendement immédiat leur semble le plus faible et dont la population directement concernée pourrait sembler limitée. La culture, souvent considérée comme une danseuse ou la cerise sur le gâteau, en fournit la plus évidente démonstration. Et cette démonstration est d'ailleurs faite par le gouvernement actuel lui-même depuis 2 ans. 2 ans de baisse continue des crédits affectés à la mission culture. Démonstration encore quand les conseillers de la ministre de la Culture demeurent répartis en pôles traditionnels, le livre, l'audiovisuel, le numérique, etc., sans qu'aucun ne soit nommément affecté à la question de la performance économique. Et pourtant, c'est peut-être par là qu'on pourrait entamer une réforme profonde du paquebot de la rue de Valois. Alors que le taux de chômage des moins de 25 ans atteint des niveaux jamais égalés, comment ne pas penser aux industries culturelles pour offrir aux jeunes un ticket d'entrée dans le monde du travail? Comment ne pas avoir en tête que ces industries sont la passion au quotidien du plus grand nombre d'entre eux et la possibilité de faire de cette passion une profession? Un rapport de la Commission européenne de 2010 sur la compétitivité rappelait qu'entre 2000 et 2007, le taux d'emploi dans ces secteurs avait cru de 3,5% par an contre 1% pour l'ensemble de l'économie de l'Union européenne. Aux États-Unis, des études ont montré que la culture et les industries culturelles représentent le plus fort potentiel de création dans les 10 années à venir. Alors ce que dit ce rapport, c'est qu'il faut jouer avec nos forces dans le grand chambardement des rapports de force internationaux où la culture occupe une place primordiale. Et d'évidence, la France possède un atout maître, l'image de sa créativité culturelle et artistique inégalée au niveau mondial. Je remercie donc une seconde fois les auteurs de ce rapport en espérant qu'il inspire au gouvernement une autre façon de mener la politique culturelle de la France. Deuxième réflexion, elle a trait aux retombées économiques d'une manifestation culturelle. Et comme le disait notamment Annie Genevard tout à l'heure, sur le plan touristique. Un seul exemple, nous avons organisé à Nice un été Matisse, 300 000 visiteurs en l'espace de 2 mois. C'est tout à fait considérable avec des retombées économiques évidentes. Il est très clairement dit que c'est bien la capacité des politiques publiques à anticiper et à suivre les mutations sectorielles qui conditionne la réussite des activités culturelles et leur compétitivité à l'international. C'est donc un appel à la vigilance, à l'innovation, à l'imagination des élus, à leur capacité de renouveler leur offre culturelle territoriale. C'est tout l'intérêt de la décentralisation, une décentralisation pleine et effective, qui ne soit pas un effet de subsidiarité vis-à-vis de l'État, parce que toutes les grandes réalisations sont nées de grandes personnalités repérées ici et là par des élus éclairés. L'élu local que je suis en est tout à fait convaincu. En revanche, si une différenciation est faite entre les retombées directes et indirectes, il n'est a priori pas fait mention de la pérennité de ces retombées. Il me semble donc que la réflexion pourrait utilement être prolongée de ce côté-là,
à l'aune par exemple d'expériences comme Lille 2004, capitale européenne de la culture, qui avait fait l'objet d'études prouvant que les retombées étaient limitées à la durée de la manifestation, un simple effet coup de projecteur. Je voudrais conclure, mes chers collègues, je sens que ça va vous faire plaisir, avec une citation de François Mitterrand, une fois n'est pas coutume, auquel ce rapport semble donner raison, et sur ce point, nous partageons pleinement cette recommandation. Je cite, c'est précisément en période de crise que la culture est prioritaire. À bon entendeur, salut. Merci, Rudy Sall. Euh, voilà, on peut s'intéresser, effectivement, il faudra s'intéresser, moi je vous dis ma disponibilité, effectivement, tout ce qui se passe, notamment dans un certain nombre de territoires à travers notre pays. Vous évoquiez Lille. J'ai pu visiter, juste avant qu'elle ne se termine, pas plus tard que vendredi dernier, l'expo dite Perrotin de la collection de la galerie Perrotin, et c'était tout à fait remarquable, montrant bien qu'à Lille, puisque vous avez cité Lille, voilà, Lille 2004 se poursuit en 2014. Je pense que Brigitte Bourguignon, que je vois, et peut-être d'autres élus proches de Lille confirmeront.